Et à ce moment-là, un système un peu bancal a été trouvé, mais qui place le Groenland en dehors de l'Union européenne. Donc si le Groenland est sorti, on peut imaginer que la France le peut aussi, si politiquement cet objectif est pertinent. On peut également assimiler l'Union européenne à l'Union africaine. Il existe, vous le savez peut-être, un système politique de relations entre les pays africains qui s'appelle l'Union africaine. Donc il y a dans les termes, dans les mots, une ressemblance entre Union européenne et Union africaine. L'Union africaine est calquée sur l'Union européenne. Eh bien là aussi, nous avons observé une sortie de l'Union africaine, un pays est sorti de l'Union africaine, c'est le Maroc, mais pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons, parce que à l'époque, le Maroc, quand il est sorti de l'Union africaine, n'avait pas apprécié la position de l'Union africaine vis-à-vis du peuple sahraoui. Vous vous rappelez peut-être de ce long conflit avec le peuple sahraoui et le conflit avec le Maroc. Et comme l'Union africaine avait pris une position assez raisonnable vis-à-vis de reconnaissance vis-à-vis du peuple sahraoui, eh bien, le Maroc avait manifesté son mécontentement en sortant de l'Union africaine. Alors, ces préliminaires étant faits, pourquoi nous en sommes venus à cette hypothèse de la sortie de l'Union européenne? Et je précise d'ailleurs également que cette sortie éventuelle de l'Union européenne, dans notre esprit, ne concerne pas seulement la France, ça concerne tous les pays de l'Union européenne. Nous voyons les choses comme un processus politique de déconstruction et de reconstruction parallèlement. Déconstruction d'une forme politique obsolète, de notre point de vue, celle de l'Union européenne actuelle, et reconstruction parallèlement d'une nouvelle forme politique, d'une alliance nouvelle entre les 49 pays européens, de l'Atlantique à l'Oural, comme dirait l'autre, mais même en allant plus au-delà des 49 pays, certainement, en intégrant la Méditerranée. L'Europe est inséparable de la Méditerranée, des deux rives de la Méditerranée. Donc il y a, de notre point de vue, ce double mouvement, et on ne saurait interpréter notre réflexion comme une attitude purement nationale, voire nationaliste, voire encore plus hexagonale, alors qu'il s'agit d'une perspective clairement internationaliste, évidemment. Nous voyons cette démarche comme la reconstruction d'une nouvelle forme d'internationalisme, de coopération internationale. Alors, ce qui nous amène à cette réflexion, c'est évidemment le bilan extrêmement négatif de l'Union européenne, caractère négatif de ce bilan qui s'est accentué, qui s'est accéléré ces dernières années. Il s'est accéléré parce qu'on observe que les inégalités continuent leur progression malgré les dénégations des responsables de l'Union européenne. On s'aperçoit que l'élargissement de l'Union européenne n'avait pour but que de permettre la mise en place de lieux d'accueil pour de nouvelles délocalisations. Les pays de l'Est européen ont été intégrés à la fois pour cette première raison, constituer des lieux dans lesquels pourront se loger les industries des pays les plus développés de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, parce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée, ouvrière, qualifiée, bon marché, un climat social assez pacifié, pour l'instant en tout cas. La grève en Roumanie récemment semble témoigner que ce n'est pas tout à fait le cas, en tout cas que les choses vont évoluer. Et puis également, pour une deuxième raison, c'est que ces pays, certains ont une agriculture en lambeaux, mais qui sert à être sacrifiée dans les négociations commerciales. On l'a vu à Genève au mois de juillet, où l'agriculture a été mise en balance
par l'Union européenne pour obtenir l'ouverture des marchés des services, du marché des services et des biens industriels dans les pays émergents et dans les pays pauvres. Et donc, comme ces pays émergents demandent l'ouverture des marchés agricoles de l'Union européenne, cette ouverture, évidemment, signifie une baisse des parts de marché de ces agricultures. Il faut bien trouver des victimes, c'est-à-dire ceux qui vont subir ces pertes de parts de marché. Eh bien, c'est l'agriculture polonaise, c'est l'agriculture roumaine, c'est l'agriculture paysanne et familiale en France en particulier. Donc on voit que tout ça procède d'objectifs qui n'ont rien à voir avec un développement harmonieux des différents pays qui composent actuellement l'Union européenne. Donc j'ai pris cet exemple, on pourrait prendre non seulement l'inertie de l'Union européenne sur la question de l'environnement et du climat, mais, et Aurélien Bernier en parlera savamment, beaucoup plus savamment tout à l'heure, mais une volonté de financiariser ces questions, puisque la création de bourses de droits à polluer, calquées sur les marchés financiers, fait finalement assimile, crée un lien entre la finance et la finance spéculative et la lutte contre le réchauffement climatique. On voit également l'inertie totale de l'Union européenne en matière de crise bancaire et financière. Rien ne se passe. Bref, je ne vais pas faire l'inventaire fastidieux des nuisances de l'Union européenne. Chacun les connaît, notamment depuis le travail qui a été fait en 2005 au moment du traité constitutionnel européen, du référendum sur le traité constitutionnel européen. Mais je pense que ce qui a joué le rôle d'élément déclencheur, c'est la question démocratique. La question démocratique parce que après les référendums français et néerlandais de 2005, il y a eu cette opération de contournement avec le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, dit traité simplifié, n'est en fait, selon Giscard d'Estaing lui-même, n'est en fait que la copie conforme du traité constitutionnel européen qui avait été rejeté en 2005, mais cette fois-ci, les peuples n'auront pas été consultés. Donc on vote, mais on ne tient plus compte du vote. Et on le voit en ce moment avec l'Irlande. L'Irlande a voté non au traité de Lisbonne, copie conforme du traité constitutionnel de 2005. Pourtant, tout est fait pour essayer, par les oligarques européens, tout est fait pour essayer de contourner le vote irlandais. Et d'ailleurs, ils vont trouver, évidemment, une astuce juridique quelconque pour permettre aux Irlandais d'accepter le traité de Lisbonne, soit par la constitution de réserve, bref, en tout cas, peu importe sur les aspects techniques, ils y parviendront. C'est d'ailleurs l'ordre du jour du sommet européen d'octobre de cette année. Alors, on pouvait toujours avoir l'espoir, nourrir l'espoir, qu'il était possible d'amender l'Union européenne de l'intérieur. Et d'ailleurs, le général de Gaulle lui-même avait lancé l'idée de la chaise vide, on s'en rappelle, en retirant sur des questions démocratiques et liées également à la politique agricole, avait fait plier l'Union européenne. Ça reste possible. On peut, sur tel ou tel aspect, de l'intérieur, faire bouger les choses.